11e numéro de la saison 3 de la parenthèse. Amis parenthésistes, bon réveil sur la matinale des vacances que vous propose la télévision nationale. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, une aventure matinale pour démarrer votre journée. Nous allons, comme tous les matins, bricoler avec Miss Brico qui fait dans du recyclage ce matin avec Gloria Oni. Nous allons dans l'univers des Djossou. Ce matin, donc, un digne fils de cette grande famille sera ici. Ce sera dans le son d'ici, représentant de grand-mère jamais loin de vous, répond à l'appel de ses petits-enfants ce matin pour des moments de sagesse africaine. Un tour sur le net nous permettra de décompresser avant de retrouver le talk du jour. Ce mardi, on parle de la crise d'adolescence, ce défi majeur pour les parents de gérer leur progéniture pendant cette période aussi sensible de la vie. Jamais de parenthèse sans humour. On démarre ce matin avec la minute de l'humoriste. Donc si on a bien regardé, c'est en train de faire 2 mois. Si on a bien regardé, c'est en train de faire 2 mois. 2 mois, je peux pas laisser. 2 mois, je peux pas laisser. Et à qui là? Marie. Maman. Regardez-moi, c'est là, toujours il faut beaucoup t'appeler toi. Wow. Mets-moi le numéro de ta soeur ici. Elle a dit de ne pas donner à quelqu'un. Elle a dit quoi? Elle a dit de ne pas donner à quelqu'un. Ça a dit, Marie-toi, je t'ai remarqué dans ma maison ici. Mais tu ne vas pas durer dans ma maison. Je t'ai remarqué, mais tu ne vas pas durer. Ça a dit, si tu ne sais pas faire ton sac d'engoté, tu as entassé tes habits dedans. Viens lancer ça par-dessus la clôture. Aille toi-même dehors. Mets-moi le numéro là ici d'abord. Regardez-moi celle-là. C'est quoi ça? Je t'ai toujours dit, je suis comme tisane où je suis là. Il faut m'avaler doucement. Sinon, ça a sorti par tes narines. Il y a mis numéro là. Oui, maman, c'est déjà fait. Regardez-moi l'autre oiseau là. Oiseau de mauvaise augure. En train de sonner. Allô, Yéli. Tu as reconnu la voix. C'est pas maman. Azara, c'est pas maman, c'est Jumia. Il faut m'appeler Jumia. Parce que où on est venu là, toi et puis moi on est devenu même chose. C'est Jumia. Ça dit aujourd'hui, maintenant c'est en train de faire 2 mois que tu es quitté de la maison. Personne ne sait où tu es. Tu t'es levé et puis tu es parti. Personne ne sait où tu es. Adjara, ton papa dit on a qu'à aller te chercher dans la forêt. Il dit Il a dit c'est mon enfant, c'est moi-même qui ai poussé ma chose. Non, il connaît ça. Il a dit viens on va la chercher dans les bars. Voilà, parce que ton affaire de bar, c'est comme les adja avec Sodabi. Ça dit si tu passes dans un coin et puis tu vois Sodabi dans le coin, c'est qu'il y a un adja qui n'est pas loin de l'endroit. C'est ça qui est là. Et puis ce qui me fait rire, même là, j'ai appris que tu es devenu artiste coupé décalé. Tu es devenu artiste coupé décalé. J'ai appelé ta petite soeur, la croûte là, Nel. Elle aussi bête de son état. Inutile, on dirait rétroviseur sur voiture de Topa. Ça lourde bouche, on dirait bas des talons compressés. Aïe, maman, c'est moi, j'ai fait ou bien Azara. Tu as vu? Juste quand tu fais, j'oublie que c'est toi qui es en train de m'énerver. Mais toi aussi, je finis à être en chaîne avec toi. Regardez-moi l'autre animal là. Ça dit, je demande ton. Azara, j'ai demandé ton nom d'artiste. On me dit que ton nom d'artiste c'est Azara Labrador. En tant Labrador, c'est le nom de chien qui est joli. Azara, pourquoi tu fais ça même au chien? Pourquoi tu fais ça au chien même? Azara, pourquoi tu fais ça au chien? De pauvres chiens, ils t'ont fait quoi? Il fallait t'appeler Azara chimpanzé ou bien Azara chimpanzé. Féminin des chimpanzés. Voilà. C'est la façon dont ton devant est difficile que ton derrière aussi est inachevé. Tu savais pas. Dieu n'a pas fini avant d'envoyer. Lui là même là, il pense que ça là aussi, il fait le discours de ça avec lui dimanche à l'église. Par contre, on ne peut pas faire les choses comme ça. Donc je disais, j'ai appelé Marie et dit viens, on va sur internet pour voir ce que ta grand-sœur est en train de chanter. On dit non, toi ton format d'Acristia là. Quand tu finis de chanter, c'est toi-même qui arrêtes les gens sur la voie pour leur partager la chanson par Bluetooth. On peut avancer comme ça, on peut avancer comme ça, Zara, on peut avancer comme ça. Qui est ton manager? On dit c'est Zike. Qui est ton manager? On dit c'est Zike. Zike qui passe son temps à jouer Ludo au quartier là. On dit c'est Zike qui est ton manager. Zike lui-même sa carrière a fait 6 jours. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Zike qui chante, on dirait chat qui est en train de miauler là. C'est lui qui est ton manager. Et c'est pour te dire que où on vivait là, on ne vit plus là-bas. On ne vit plus là maintenant. On a déménagé. Ton affaire de prendre taxi pour ne pas payer, pour dire ta maman va payer à l'arrivée là. C'est gâté. Si tu viens là-bas,
sans payer, ils vont te taper. Ils vont te taper, Azara. Donc c'est fini. C'est ça même moi je voulais te dire. Et on tout ça pour ça. Je suis dans mes délits. Gilles, il faut déposer ton portable, on va commencer les calculs. Ce mois-ci, il y a beaucoup de calculs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut déposer, il faut déposer. Je t'écoute. C'est bon. Ah. Bon, aujourd'hui, on est le combien? Je ne sais pas. Tu te fâches ou tu ne te fâches pas. Ça ne va pas changer les dépenses. Ça ne change pas les calculs. Toujours toi quand... Bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas où. La facture d'eau. Commençons par les plus petits. La facture d'eau est venue 15 000 francs ce mois-ci. Comment l'eau peut venir 15 000 francs? Comment l'eau peut venir comment? Toi, tu ne te connais pas. Hein? C'est la façon dont vous buvez l'eau au village que tes cousins aussi viennent faire ici. Tes petits frères et puis tes cousins là. C'est ça qu'ils viennent faire ici. Boire l'eau de pompe comme si c'était l'eau de marigot comme ça. Surtout celui que son signe astrologique c'est caïman là, je l'ai remarqué. C'est bouche à bouche, il fait avec le robinet pour boire l'eau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Continuons. Villageois même, il faut trier avant d'envoyer en ville. Villageois même là, il faut trier avant d'envoyer en ville. Tu es en train de t'échauffer pour rien. Tu vas t'exploser ici, Gilles. Tu te chauffes pour rien. Facture. Dépose le portable pour bien suivre. Dépose. Facture d'électricité. C'est venu ce mois-ci. 75 000. Aïe. Aïe, comment? C'est qui est en train de t'envoyer les messages comme ça? C'est qui est en train de t'écrire comme ça là? C'est qui est en train de t'écrire comme ça, Gilles? Électricité. Ah bon? Donc, affaire d'électricité là, c'est en train de t'intéresser maintenant quoi? Est-ce que c'est que quand tu parles d'argent, c'est comme ça que tu deviens? Quel sugar daddy dehors quoi? Ça même, je laisse d'abord. Quand on va finir ceci, ce sera la partie 2. Électricité 25 000. Électricité là, je ne vais même pas payer. Je ne vais pas payer. Tu vas payer comment? J'ai dit tu vas payer comment? Tu n'étais pas ici, tu ne voyais pas quand ta maman était en train de mettre guirlande dans tout le quartier. Mettre jeu de lumière sur toute la maison comme ça pour les fêtes. Et puis ça, toute la maison s'allume et puis c'était comme ça. Hein? Même si son habillé, elle a mis guirlande. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de limite chez vous. C'est de ma maman. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de limite. C'est bon, continuons. Ou c'est en train de s'en aller même là. Je vais aller m'apprêter d'abord. Parce que quand on est en train de faire affaire de calcul avec toi, toujours, c'est comme ça fait. Je m'en vais m'apprêter et puis je reviens. Attends d'abord. Hey, tu peux dire quoi? C'est ma tenue de combat j'ai portée, Gilles. C'est ma tenue de combat j'ai portée. Tu n'as pas dit que tu es fort dans la maison ici. Écoute ça. C'est mon chant de guerre même qui est en train de passer. Tu es en train d'entendre comme ça. Actuellement là, dans la maison, vois-moi en bélier énervé. Vois-moi en un bélier tellement fâché qui est prêt à te courir dessus comme ça. Vois-moi en rouge. Tu n'as pas dit que tu es fort. Continuons à faire de calcul ça là. Je sens que ça va aller très loin. Contribution de Blandine, 150 000. Pourquoi c'est moi qui dois payer contribution de Blandine? Pourquoi? Attends, mais Gilles, mais tu es ingrat. C'est quel genre d'ingratitude ça là? On peut être ingrat dans sa vie comme ça. Même si tu es un rieneux et puis tout le monde sait que tu es un rieneux, au moins ne sois pas ingrat dans ta réunitude. Hein? Donc de garder 9 mois dans mon ventre pour venir encore payer sa contribution. Hein? Blandine, c'est ta fille. C'est pour nous deux. Blandine, c'est ta fille. Hein? C'est pour nous deux. Pourquoi? Elle te ressemble. Ah non, mais tu me mal. C'est où de Blandine qui me ressemble? Hein? Analysons un peu Blandine. Quand tu regardes front de Blandine, ça c'est ton front. Même forme, même longueur. Ça c'est pour toi ça. Quand tu regardes nuque de Blandine, nuque pointu, crochet comme ça, on dirait main de capitaine Crochet là. Ça ne te parle pas. C'est nuque de ton papa.
Respecte Gilles, je ne voulais pas te dire ça, mais c'est nuque de ton papa. C'est nuque de ton papa. C'est nuque de ton papa, Gilles. C'est nuque de ton papa. Moi, mon papa. C'est nuque de ton papa. Gilles, c'est nuque de ton papa. C'est nuque de ton Gilles, papa. c'est nuque. Gilles, c'est nuque. Et voilà un peu Frido dans ses envolées. Merci à lui pour ces vidéos qui nous donnent toujours le sourire chaque jour. Vous êtes déjà installé Saint-Tiche Quincon. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Bruno. Bonjour chers téléspectateurs. Pourquoi ça se passe comme ça quand vient le moment de faire le planning des dépenses? C'est parfois un peu chaud entre exagération, exigence et réticence de l'homme. Ah franchement, je ne sais pas. Je vais te demander Bruno parce que le monde coûte très cher aujourd'hui. Mais la facture que ça aille jusqu'à 115 000 francs, franchement. Frido, tu utilises quoi dans la maison? Il va nous répondre vendredi. Il sera là. C'est quand même assez de dépenses. Facture 75 000 francs, l'eau 15 000 francs. Ah oui. Donc vous êtes déjà à 90 000 francs pour l'eau et Banalement. l'électricité. Avant de parler de contributions, des 150 000. ravitaillements et autres là. Et il veut même pas partager les sous payés. Allez, on va démarrer cette émission avec vous, Saint-Tiche Quincon. Ce matin, vous nous parlez de recyclage. Vous êtes tellement à fond dans le bricolage. Et ce matin, on va apprendre avec vous à recycler quelque chose d'assez ordinaire que nous utilisons dans nos maisons sans savoir que ça peut servir à bien d'autres choses. C'est parti. Dans Tutosphère d'aujourd'hui, Saint-Tiche Quincon, vous nous dites que nous pouvons utiliser autrement les rouleaux de papier de toilette. C'est bien ça? Exactement, Bruno. Heureuse de vous retrouver en forme ce matin, chers téléspectateurs. Le papier toilette fait partie des articles d'hygiène qu'on rachète le plus souvent au quotidien dans nos maisons. Saviez-vous que vous pouvez faire des choses fantastiques avec un rouleau de papier toilette? Ne vous trompez pas, je veux bien sûr parler de ces cartons en forme cylindrique que l'on retrouve souvent après usage des papiers toilettes. Voici quelques idées de réutilisation insolites et amusantes pour recycler vos rouleaux de papier toilette. On y va. Et voilà, donc c'était là un art de recycler les rouleaux de papier à toilette. Entre-temps, vous êtes allé chercher votre rouleau de papier de toilette. Alors, indiquez-nous un peu parce que moi je suis un peu confus. Le papier à toilette, le rouleau de papier à toilette, j'ai l'impression que c'est tout le lot. Non, c'est pas tout le lot. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le petit carton là, en forme cylindrique, qu'on retrouve après usage de ces papiers-là. Pour le retirer, c'est possible? Non, il y en a trop beaucoup, oui. J'arrive pas à le Donc retirer. c'est le rouleau de ce Juste papier un peu dur là sur lequel le papier de toilette est donc enroulé. Il est si dur qu'il peut donc servir à beaucoup de choses. À beaucoup de choses, surtout avec les enfants. On s'amuse. Il faut juste avoir du ciseau à côté, des crayons de couleur ou des pinceaux pour pouvoir dessiner et colorer ces dessins-là. Et c'est très pratique, surtout pour les enfants, de s'amuser, de faire plein d'autres choses. Les enfants sont là, nous dérangent pendant les vacances. Et voici quelques idées. Et là, voilà ce à quoi ça peut servir aussi. Beaucoup de choses. Ça, c'est pour mettre ces Donc, on peut mettre un carton contre le mur, attacher un carton contre le mur. Prendre de la colle. Prendre de la colle, enfin, dérouler ce rouleau-là qui est souvent aussi sous forme cylindrique, vous l'avez dit, l'aplatir et mettre de la colle et en faire des poches. On peut aussi faire des... Pot-bic, stylo, plein d'autres choses, beaucoup de choses. On dépose juste un carton. Et ça, c'est utile pour les femmes. Souvent, nos boucles d'oreilles sont entremêlées. Et vous prenez ça, vous faites juste des dessins, des panneaux, et vous essayez d'y accrocher vos boucles d'oreilles, et ça donne ce qu'on voit à l'antenne. J'ai surtout aimé les porte-stylos, c'est tellement simple, ça ne demande même pas, enfin, ça ne demande pas grand chose. Vous mettez juste un carton sur votre table et vous déposez le rouleau de papier à toilette dessus. Que et vous mettez vos stylos, vous collez juste et vous mettez vos stylos. C'est simple, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Et c'est trop bon, hein. Surtout, j'estime, si on ajoute un peu d'esthétique en coloriant. Voilà, on essaie de colorer cela. Un peu de peinture. Voilà, ça va être plus beau. En noir, par exemple, ce sera très beau. On dépose et ça, c'est pour les enfants, pour avoir des jouets pour les enfants, des dessins en forme d'animaux, en forme de tout ce que vous voulez pour faire sourire les enfants, pour les faire surtout s'amuser.
s'amuser. Là, il faut savoir un tout petit peu dessiner pour pouvoir faire des figures les B.A.B.A. qu'on apprend à l'école, surtout pour les enfants de la maternelle et du CI, ils apprennent beaucoup à dessiner, à colorer et c'est très utile pour eux. Il y a aussi des dessins en forme de, comment dirais-je, des articles de déco pour Noël qu'on a vu dans les vidéos. Enfin, ça sert à plein de choses. Et comme tu sais que je suis souvent dans le recyclage des choses, et je vous ai chiné ces idées pour vous aider à recycler vos papiers, les rouleaux de papier toilette. C'est curieux de savoir que c'est pourtant des objets que nous jetons systématiquement dès que le papier de toilette est terminé. On se débarrasse de ce rouleau-là, on le jette. Alors qu'il peut servir à bien d'autres choses, mais très souvent, nous nous empressons de l'envoyer à la poubelle. Et c'est ce que Miss Brico essaie de vous faire corriger dans nos habitudes. Jour en jour, qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos articles, beaucoup de choses avec des objets qu'on utilise au quotidien, mais qu'on ne sait pas qu'ils ont une seconde vie et ou qu'on peut les réutiliser, à faire autre chose, à faire telle ou telle chose. Donc voilà ce matin pour vous. Vous allez me fabriquer un porte-stylo? Tu en veux? Oui, je te promets. Au moins ça, je te promets, je t'apporte ça dans la semaine parce que c'est très facile à faire. J'en veux, ce sera intéressant. Même si je n'ai jamais plus d'un stylo. C'est pas grave. Tu pourras l'avoir et mettre ton seul stylo. C'est promis, je te le promets. Voilà, je vais vous mettre la pression par rapport à ça. Devant les téléspectateurs, devant mes chers amours, je te le promets. Donc nous allons être ensemble cette semaine et dès que vous me le ramenez, moi je serai content de le présenter comme ça. Donc n'oubliez surtout pas parce que ça devient une dette. Quand on me promet quelque chose, ça devient une dette. T'inquiète. Je réclamerai cela assez souvent. Je te le promets. Merci beaucoup à vous, Saint-Tiche Quimpon. Merci de nous avoir amenés dans votre univers, l'univers du bricolage, l'univers donc du recyclage. Ça a été un bon moment d'apprentissage grâce à vos tutoriels. On va poursuivre cette émission. À présent, on va aller au pied de grand-mère. Oui. Ça vous dit? Ça me dit. Ça vous dit? Trop intéressant. On peut aller au pied de grand-mère. Oui. Vous aimez grand-mère? Je l'aime très bien. Vous aimez ce que grand-mère fait, ce qu'elle dit, sa sagesse, ou vous êtes plutôt de cette génération, parce qu'on va parler dans quelques instants de la crise d'adolescence. Ça sera pendant le talk, donc restez connectés donc à la parenthèse du jour. Vous êtes plutôt rebelle, vous êtes plutôt rebelle à grand-mère à cause des crises d'adolescence que vous avez connues il y a des années. Dont on n'en parlera pas. On aime beaucoup grand-mère, même si on n'est pas forcément d'accord avec elle. Toutes les interdictions et autres. Voilà. Mais le représentant, il est là. Hier, il était en costume. Aujourd'hui, il a revêtu les tenues qui ressemblent vraiment à quelqu'un qui vient de quitter grand-mère. Il nous rapporte la sagesse de grand-mère. On va le recevoir dans un instant. C'est dans la rubrique qui va suivre sur la parenthèse du jour, parade de grand-mère. Il est plein de sagesse, il est plein de connaissances, il est plein d'expérience. Le représentant de grand-mère est avec nous comme toujours, je l'avais dit, jamais loin de ce studio, jamais loin de la parenthèse, toujours dans la parenthèse. Il répond une fois encore à l'appel de ses petits-enfants ce matin pour leur apporter un peu de sagesse pour la vie en société, un peu de sagesse pour la culture africaine. Et c'est Mylène Fanou qui chaque fois tient sa main à cause du poids de l'âge. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver encore ce matin pour de nouvelles parades, pour de nouvelles massimes. Alors Bruno, ce matin, grand-mère nous dit qu'on ne doit pas enjamber une femme enceinte. Ah d'accord. Monsieur Didas, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour. Bonjour Monsieur Didas, très heureux d'être en votre compagnie toujours. Merci beaucoup. C'est toujours des moments d'apprentissage. Merci beaucoup. Alors Monsieur Didas, on enjambe une femme enceinte ou pas? Non, il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi on n'enjambe pas, parce que ce n'est pas sérieux. En fait, grand-mère nous a enseigné que quand une femme est enceinte et elle a ses pieds allongés, il ne faut pas chercher à enjamber. Première chose, si vous enjambez régulièrement une femme enceinte, l'enfant qui sera ne va vous ressembler, tant en comportement, tant en physique.
Mais ce n'est pas vous qui avez mis la grossesse. Pourquoi l'enfant va vous ressembler? Donc là, c'est un bon exercice pour les papas Voilà. qui ont toujours rêvé d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Enfin, c'est un égo chez les hommes. En tout cas, Quand il y a grossesse, sa première prière, en dehors parfois du sexe de l'enfant, c'est que l'enfant lui ressemble beaucoup. voilà. Donc, l'enfant, quand une femme est enceinte, on ne l'enjambe pas. Ça fait une première chose. Deuxième chose, une femme enceinte, c'est une femme chargée. Une femme enceinte, c'est une femme chargée. On ne l'enjambe pas parce qu'elle traîne certaines maladies, certaines difficultés qu'elle ne peut pas vous expliquer. Vous ne pouvez jamais, en tant que docteur ou je ne sais qui, dire exactement ce qu'une femme enceinte ressent. On ne peut jamais. Elles peuvent dire, je tords de douleur ici, mais véritablement, tout ce qu'elle a comme ressentiment, elle ne peut pas vous narrer ça, elle ne peut pas vous décrire ça. Alors, dès que vous le faites, soit c'est vous qui ramassez ce dont elle souffre comme maladie, soit c'est ce que vous avez comme charge que vous laissez à cette femme qui est enceinte. Et donc, grand-mère a refusé qu'une femme qui est enceinte, qu'on l'enjambe. Il faut lui demander, madame, pliez un peu, ressaisissez un peu, je vais passer. Vous essayez de la contourner carrément. D'abord, quand une grande personne est assise ou debout, quand vous voulez passer même derrière lui, qu'est-ce qu'on dit? On présente ses excuses. On dit, Enfin, doucement, Dédé, s'il vous plaît, je vais passer. Pourquoi on le dit? À plus forte raison, une femme enceinte, c'est une femme chargée. On ne la jambe pas. Pourquoi ne pas profiter du fait que quand on l'enjambe, et l'enfant ressemble à son père ou à celui qui traverse cette dame-là? Pourquoi ne pas profiter de ça? Et si ton mari est mignon, il travaille bien, il est intelligent. Non, parfois On aussi parle dans de ressemblance physique, hein, n'est-ce pas? oui, et même comportementale. Et même comportementale. Le papa qui a mis la grossesse, c'est supposé que l'enfant doit pouvoir ressembler à son papa. Il n'a plus C'est ça, besoin le de mal. cet Il exercice. n'a plus besoin de cet exercice. Mais vous êtes tante, ou bien vous êtes oncle, tout ça, ou bien vous êtes un parent, ou bien vous êtes un étranger. Il ne vous vous est passez. pas permis. Pourquoi l'enfant va vous ressembler? Ben, Quelle est votre intention? il y en a, généralement, l'enfant va ressembler peut-être à une tante éloignée, ou à un oncle éloigné, ou à un grand-père qui est parti depuis un bon moment. On va en parler. Et va bien chercher très loin, on ne comprend Oui, généralement on va en jamais. parler en son temps. Voilà. Et on l'entend d'ailleurs hein, très souvent, tu vois une femme enceinte là, assise, tu veux l'enjamber, elle te crie enfant, mandat Sami, on donne Jiwe. Oui, mais c'est Oui. ça. La femme refuse. Je ne veux pas que mon enfant te ressemble. Ouais. Elle dit ça carrément. Je ne veux pas que l'enfant te ressemble. Pourquoi? Surtout quand vous avez un vilain caractère. Bon, voilà. Il faut aller plus loin. Surtout ça. Grand-mère dit également que deux femmes enceintes ne doivent pas manger dans la même assiette. Ça, c'est plus que vrai. C'est plus que vrai. Ah oui? Je vais partir d'un comportement. Vous savez que quand vous mangez ensemble, d'abord, vous avez des comportements qui commencent à se ressembler. C'est comme un pacte manger ensemble. Très bien. Alors, si vous êtes en train de relever un défi, parce que vous avez une grossesse, il faut faire sortir un enfant, et donc c'est un défi en fait, et que vous allez commencer à manger ensemble, ça veut dire que, celle qui est en train de manger avec l'autre, l'une ou l'autre va subir une décharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mangez régulièrement, je ne dis pas une fois en passant, non, une fois en passant, ce n'est pas grave, mais régulièrement, vous allez manger ensemble, à la fin, soit une doit avoir une difficulté d'accouchement, soit si régulièrement les deux ont accouché normalement, en son temps, 1 an ou 2 ans, on constate que un des enfants d'une femme commence à avoir un problème de santé et peut-être jusqu'à la fin et trépasse. Donc, grand-mère a constaté que quand les deux femmes restent ensemble régulièrement comme ça et mangent régulièrement, les conséquences sont fâcheuses. Et c'est pourquoi, même si c'est les femmes d'un même mari, dès qu'on constate qu'il y a grossesse pour les deux, on les sépare. On ne le sait pas. Voilà. Les charges ne sont pas les mêmes. Parfois, comme on le dit chez nous, Aziza Mériton ou Mériton. Donc quelqu'un a chose à plus fort que l'autre. Voilà.
Mais c'est quand même fréquent hein, de nos jours de voir deux femmes enceintes copiner, oui, elles vont faire les courses ensemble, elles déjeunent ensemble, elles dînent ensemble. Non, vous déjeunez ensemble, vous êtes ensemble, peut-être vous êtes venus au boulot, une fois en passant, vous mangez. Mais ce n'est pas tous les jours. Ah non, mais quand je dis c'est ma copine, on est tout le temps ensemble. On déjeune ensemble. À la limite, parfois on peut dormir dans le même lit, pourquoi pas? Ça peut arriver dans des circonstances, mais pas tous les jours. Pas tous les jours, j'insiste, je dis une fois en passant. Ça se comprend. Ça se comprend. Mais enfin, travail, ça a des conséquences. Et est-ce qu'on constate ça encore de nos jours? Oui. Vous avez vu ça dans votre maison où deux femmes... Oui, ça c'est vraiment passé dans ma maison il y a très exactement. Elles sont amies ou elles sont en colocation? Elles sont en colocation. L'autre dame du fond était enceinte et la seconde dame aussi. Donc le mari, son collègue, enfin, elles sont tout le temps ensemble et c'est fait que la première dame a accouché et l'autre dame qui était déjà à 8 mois de grossesse, près de sa terme, est allée accoucher et a perdu son enfant. Ça m'a traumatisée. Bon, est-ce que c'est pas une illustration ça? Ah franchement, ça m'a traumatisée. En fait, le problème c'est quoi? Ce que nous disons ici, c'est parce qu'on le dit que les gens peut-être vont le savoir. Ce qui s'est passé, pour eux, ils ne vont pas attribuer ça au fait que... À leur étroite collaboration. Non, du tout. On ne saura pas. Pourquoi? Pourtant, c'est des interdits de grand-mère. On ne sait pas. Il ne faut pas le faire et tout, point barre. N'essayons même pas. Parce qu'en son temps, vous n'allez pas attribuer à ça pour dire que c'est à cause de ça que l'enfant... On est même loin de s'imaginer... On n'a pas l'information. On n'a pas l'information, même pour se l'imaginer déjà. Voilà, donc désormais, même si vous êtes collègue de service et que vous êtes enceinte, une fois en passant, d'accord, mais tout le temps, ça soit d'abord une femme enceinte, elle demande à prendre son plat à part. Et vous n'aimez pas les mêmes choses en même temps. Les femmes enceintes n'aiment pas les mêmes choses en même temps. Oui. Non, parce qu'elles ne ressentent pas les mêmes douleurs. Mais on a cette envie-là de partager ce qu'on ressent avec d'autres femmes qui sont dans les mêmes circonstances que nous. Mais pas la nourriture. Non, pas la nourriture. Ce que vous ressentez. À un moment T, oui, c'est pas pareil. J'ai dormi, voilà. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas dormir, je ne peux pas me coucher, tout ça. Et il y a des grandes personnes devant vous qui ont déjà l'expérience et qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous dire ce qu'il faut faire. Mais pas une jeune fille, bien quelqu'un qui est dans le même. Mais je n'ai pas encore traversé la rive et je vais me moquer de celui qui se noie. C'est pas possible. Voilà. On ne doit également pas traverser. Passer entre deux personnes qui discutent. Bon, voilà, mais une situation que vous avez dans vos villes, au village, ça ne se passe pas comme ça. Quand deux personnes sont debout, ils sont en train de... Il y a de l'espace entre eux. Ne cherchez pas à passer. Demandez même excuse pour passer derrière. Même derrière, là, demandez excuse. À plus forte raison, passer entre eux, c'est pas possible. C'est pas possible. Première leçon, c'est que c'est une question de respect. Une question de respect. Deux personnes qui sont devenues vous passer sans rien dire, mais celui qui a une charge spirituelle bien élevée va vous dire aïpo épo. Tu vas partir avec quoi? Et ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas partir avec tous les problèmes que nous avons ici. Parce que tu es venu passer au milieu de nous. Vous êtes venu, peut-être nous avions une chance, nous discutons de quelque chose. Et c'est là où vous passez pour arracher ce que nous avons comme charge spirituelle. Mais lui va dire, mais tu veux me foncer? Oui, vous voulez le foncer? Vous savez comment je me suis préparé pour rencontrer Bruno? Et vous voulez passer là pour interrompre. Il va dire, mais tu vas partir avec. Donc, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que celui qui passe au milieu, peut-être il est en train de partir avec certains mots, certaines difficultés dans sa vie. Il va partager avec vous. Il va partager avec vous. Ou encore, c'est vous qui avez des difficultés, vous lui remettez et il s'en va avec. Sur le plan spirituel, c'est ça. Et donc, vous allez constater qu'on n'autorise pas, on ne tolère jamais que quelqu'un passe au milieu des gens. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part là. On ne le voit pas, mais il y a une charge spirituelle qu'il faut respecter. Que vous soyez une personne âgée ou un enfant, il faut le respecter. Il faut commencer à apprendre maintenant
qu'entre deux, on ne passe pas. Sinon, vous allez prendre l'habitude, et quand vous allez voir grande personne, ça ne vous dira rien. Non, un adulte qui voit 2 enfants là, il peut passer. Mais c'est rare. Et c'est pourquoi on ne passe pas. Et c'est pourquoi on ne passe pas. C'est un interdit simplement, il faut respecter. Il faut respecter. Ne pas passer au milieu de 2 personnes. Deux personnes qui sont en train de discuter ça. Même si vous êtes dans un rang quelque part et que vous voulez passer, mais demandez d'abord. Demandez, même s'il n'y a plus d'autres possibilités pour passer quelque part, demandez qu'on vous donne l'autorisation de passer. Généralement, ici, on passe, hein. On passe et on repasse. Oui, c'est sans pourquoi je dis que crainte. c'est chez vous en ville que vous le faites. Vous l'avez dit, ce n'est même pas bien séant Du tout, que des gens, par exemple, respect, soient en train de discuter et que vous veniez passer en pleine discussion au milieu d'eux. Vous pouvez capter rapidement. Et ce qu'ils disent. Quand vous passez, quelqu'un va vous regarder comme ça. C'est qui cet enfant? Oui, oui. Vous passez au milieu, l'un de l'autre va regarder. Si même les deux sont vraiment en chose là, ils vont vous regarder passer. Genre, tu ne connais rien à la vie, quoi. Oui, pour dire qu'il y a un souci. Voilà. Bruno? Toujours un plaisir d'aller au pied de grand-mère. Aujourd'hui, on a encore appris beaucoup sur certaines maximes de chez nous. Merci à vous. Et concernant les femmes enceintes, il y en a d'autres des maximes du genre. Oui, beaucoup. On va chercher et on va les ramener. Ouais, parce que c'est très important. La femme enceinte, elle porte une vie. Il faut qu'elle puisse savoir comment se comporter. La femme, d'abord, est un être à part. Une femme enceinte, c'est une femme sacrée. Il faut retenir ça. Elle doit être honorée. Une femme enceinte, c'est une femme sacrée. On ne la gère pas comme on gère une femme simple. Une femme simple. Vous allez voir, même, excusez, dans les zones où on dit que, bon, on maltraite la femme, dès lors qu'on parle de grossesse, un autre soin est pris. Vous constatez ça. Quel que soit le comportement de la personne, dès qu'on parle de femme enceinte, le comportement change. Voilà. On va revenir avec très bientôt. Voilà. Bruno? Elles aiment bien cette période, hein, vous l'avez dit. Elles aiment bien cette période parce qu'elles savent que c'est la leur, c'est le moment, parfois des caprices, c'est le moment de profiter et de jouer à toutes les caprices. En tout cas, on les aime comme ça. Merci à vous, Monsieur Didas Tossou, pour toutes ces précisions sur la sagesse africaine. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, d'apprendre plus de tout ce que grand-mère a dans sa sagesse. On va poursuivre cette émission. Merci également à vous, Mylène Fanon. On va à présent passer à autre chose. On va parler maintenant d'un patronyme, d'un nom que vous connaissez tous, le nom Djossou. Ça vous dit, vous avez déjà entendu parler de Djossou, oui. Vous connaissez un Djossou en particulier? Oui. Oui, Djossou. Les zones d'Alada et de Tofor. D'accord. Ouais. Vous connaissez un Djossou, vous? Ah oui, on en a un dans notre maison ici. Vous en connaissez? On ne présente plus. Ouais. D'accord. Vous connaissez un dans la maison ici. En tout cas, il sera là dans un instant. C'est un digne fils de la famille. Et c'est Gloria Oni, tout comme Mylène Fanon a ramené le représentant de grand-mère, c'est Gloria Oni qui nous l'amène sur ce plateau. Allez, c'est l'heure donc de leçon d'ici. Leçon d'ici, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, vous parle de Djossou. Djossou, ce nom, on va découvrir si c'est un nom de famille. Est-ce que c'est un nom qu'on attribue ou un prénom qu'on attribue comme ça en langue ici au Bénin? Tout ceci dans leçon d'ici. Tout savoir sur les Djossou avec Gloria Oni. Gloria Oni, bonjour et bienvenue. Bruno, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, Mylène, Didas, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, nous allons parler du patronyme Djossou. Djossou, on les retrouve un peu partout, partout au nord. Pas au nord, au centre, au sud, on les retrouve là-bas. Ce matin, on a sur ce plateau Patrick Djossou qui va nous dire exactement l'origine des Djossou. Quand on dit Djossou, d'où est-ce que ça vient? Patrick, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour le plateau, bonjour à tout le monde. Oui, les Djossou, c'est une question à 10 sous. Oui, c'est une... Parce que ça rime bien avec Djossou. Hein. 10 sous, Djossou. Parce que les Djossou sont de partout, en réalité. On pourra peut-être dire, oui, tout le monde vient d'Adjatado. Tous les Djossou viennent d'Adjatado. Mais en même temps,
on a en tête que les Djossou, pour les situer par rapport au globe, par rapport à la planète, les Djossou sont partout. Ils sont dans presque tous les pays, presque sur tous les continents, mais ils viennent du Bénin. D'accord. Presque tous les continents, il y a des Djossou qu'on retrouve en France naturellement et qui, au fil des temps, ont fini par perdre leur D. Donc ce n'est plus D-J-O-2-S-O-U, mais J-O-2-S-O-U. D'accord. Oui. Ah oui? Oui. Donc il y a des Djossou. Il y a des Djossou. Oui. Ils ont perdu le D. Ils ont perdu le D. Est parti. Le D est parti. Donc des Djossou en France. Mais vous l'avez gardé pour l'identité africaine. Oui, c'est on important. l'a gardé. Merci de l'avoir gardé. Maintenant, il y a des Djossou qui se retrouvent au Sénégal et qui ont perdu. Enfin, le J s'est transformé en I. Donc ça fait Diossou. Mais ils prononcent Djossou. Ouais, ils prononcent Djossou, effectivement. Oui, parce que chez eux, le DI devient Djo. Quand, comme Diouf. Oui, Diouf. Oui, c'est Abdou Diouf. Chez eux, c'est Abdou Diouf. Et c'est Diop. Diop. Et non Diop. C'est Djara et non Diara. Oui, Djenaba et non Dienaba. Donc chez eux, le J s'est transformé en I. Ça, c'est le Sénégal. Mais tous viennent du Bénin. Et au Bénin, la difficulté, c'est que au fur et à mesure que les temps ont évolué, on n'a plus retrouvé l'origine même des Djossou. Mais on a pu au moins savoir que petit à petit, ils se sont disséminés à travers tout le Bénin, sauf, disons, au nord, parce que quand ils se sont disséminés, certains se sont implantés à telle enseigne qu'on ne sait même plus d'où ils viennent. Ils sont exactement de là où ils se sont implantés. Et est-ce qu'eux-mêmes, ils savent d'où est-ce qu'ils viennent? Parce que c'est important, hein? Quand tu ne sais pas là où tu vas, tu dois pouvoir savoir d'où tu viens. Oui, et ils le savent dans une certaine mesure. Ils le savent parce que l'origine du mot Djossou est une origine diverse. Et d'abord, dans la langue adjatado, où il y a la connotation fond, la connotation mina, la connotation tout ce qu'il y a comme B, dans cette langue, l'enfant qui naît et qui naît costaud, qui naît déjà en pleine forme, le jeune garçon, enfin le jeune bébé qui a l'air très en forme, on dit Djossou, Djossou, Djossou. Donc il est déjà bien costaud, bien ferme, bien solide. Donc c'est la puissance, la force qui caractérise les Djossou. Oui, c'est déjà ça. Je comprends maintenant la source de votre énergie aujourd'hui. Voilà, le dynamisme de Patrick Djossou. Voilà. Donc l'enfant qui naît comme ça, il naît avec cette force. Et au fur et à mesure que, ce qui fait que dans toutes les familles, il peut y avoir un Djossou. Un enfant qui naît avec autant de force, autant de vigueur, on peut le prénommer Djossou. Maintenant, les prénoms deviennent des noms. Ce sont ces prénoms qui sont devenus des noms et qui ont évolué. Mais en même temps, il y a certains surnoms qui sont devenus des noms, mais ça, c'est dans la zone Ouémé Plateau, plus Ouémé que Plateau. Disons, Alada déjà, Atlantique, Ouémé Plateau. Parce qu'on dit, toi aussi. Et c'est ça que Feu, mon père, disait quand je lui demandais, mais l'origine de Djossou, il dit, toi aussi. Il dit, toi aussi. Il dit, traduis ça en Goum. Il dit, en Goum, oui, Djossou. Ah, ok. Toi aussi. Djossou. Donc, au fur et à mesure, Djossou, toi aussi, est devenu Djossou. Vous voyez. Et lorsque l'on évolue un peu dans certaines régions, le Yoruba dit, pour parler de pardon, toi, Djossou. Enfin, ça signifie pardon, ça signifie laisse tomber. Djossou, tu laisses tomber, tu laisses écouler. Oui. Et le sourou signifie la patience, signifie le pardon. Bien sûr. Donc, patience dans certaines régions, pardon dans d'autres régions. Donc, le sourou est contracté dans le sou.
Ce qui fait que le mot a évolué selon les régions, selon les circonstances, selon les sous-régions, selon les localités. Djossou est très très riche, ce patronyme est vraiment très riche. Alors qu'est-ce qui vous particularise? Les Djossou sont particularisés par le fait que ils sont de nature un peu, je dirais, aventureuse. Bon, l'aventure, ce n'est pas c'est pas pour le garçon passer de femme à femme, non. Mais l'aventure, c'est chercher à découvrir ce que l'autre est, chercher à découvrir ce qui se passe. En gros, c'est des curieux. Ils sont curieux, ils sont très curieux. Et cette curiosité l'exemple est devant moi. Oui. Et cette curiosité fait que, bon, et pour la plupart, ils aiment la découverte. Ils aiment la découverte, ils aiment chercher, ils aiment sortir de leur carcan, aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe un peu partout. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils soient partout. Oui, cela explique qu'ils soient partout. Ils sont, s'il faut les circonscrire, on ne peut pas les circonscrire, mais s'il faut les identifier, il y a des Djossou. Moi, par exemple, je suis de 2 régions bizarres. J'ai 2 villages. Ça, c'est exceptionnel. J'ai papa un village, et maman ou papa seul? Donc, papa seul. Papa seul à 2 villages. Racontez-nous ça, c'est intéressant. Très intéressant. 2 villages. Le premier village, c'est Tori Akadjame. Il y a Tori Bosito, Tori Kara, Tori Akadjame. Akadjame, c'est, disons, à presque 18 km de Kwao. Et dans ce village, le Djossou est fils de Dossou. Donc, Djossou, Djossou, et il a donné naissance à d'autres Djossou, à d'autres Akinogbe, à d'autres Lobo, etc. Il y a des ramifications familiales. Lobo, oui. Voilà. La maman de Didier Arafat, feu Didier Arafat, Lobo Valentine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Lobo se retrouve en Côte d'Ivoire? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et le deuxième village? Alors, le deuxième village, c'est à Vacon. On dit Tori Vacon, mais ils ont laissé tomber le Tori. C'est Vacon, qui est à presque 18 km aussi de Porto-Novo. Mais c'est pratiquement entré dans Porto-Novo. Vous aimez être toujours dans la vingtaine de kilomètres. Oui. Porto-Novo a évolué. Vacon est presque dans Porto-Novo maintenant. Et Vacon, que ce soit à Vacon ou à Akadjame, on parle le même Tori. C'est la même langue. Et les ancêtres ont dit qu'il n'y avait pas de distance en tant que telle. Les deux se retrouvent dans 2 départements différents maintenant. C'est l'Atlantique d'un côté, l'Ouémé de l'autre. Mais la vallée la vallée de la Lama servait de lien entre les deux. La Lama, vous voyez, quand ça passe vers Alada, donc on traverse pour se retrouver de l'autre côté. Eux, ils n'avaient pas de frontières, donc juste ramer ou marcher facilement. On se retrouve de l'autre côté. Donc, les 2 villages sont coordonnés. Je pourrais dire que j'ai droit à des parcelles dans les 2 villages. Donc, voilà une exception. Mais ça, c'est l'Atlantique et l'Ouémé. Les Djossou aussi se retrouvent à partir de Tori vers Alada, vers Tofo, vous l'avez dit, et ça c'est toujours dans l'Atlantique. Quand on va vers l'ouest, enfin le sud-ouest, on a des Djossou qui sont de grands popos. Ils sont des pédas, de grands popos. On a des Djossou, quand on remonte un peu plus haut, de Lokosa. Et quand on va dans le Koufo, de Djakotome. Bien sûr. Vous voyez. Donc, les Djossou sont un peu partout dans l'ouest. Si je reviens à l'est, à part Facon, il y a des Djossou de Porto-Novo même, qui sont de Porto-Novo. Ils sont de Djegan à Porto-Novo. Djegan Pevi. C'est pas Daho. Djegan Pevi. De toute façon, c'est Djegan. Et quand on remonte un peu plus, ils sont de Dangbo, ils sont de Misérité. Et ceux qui sont du plateau sont de Sakété. Vous voyez donc le plateau. Et du plateau, parce que c'est toujours Djossou, et Sourou. Et dans le Édé, on les retrouve et ils remontent vers
savait et verbantait. Savait, le Jossou de Savait qu'on connaît le plus, c'est l'imprimerie Jossou. L'imprimeur, il est de Savait. Et les Jossou se retrouvent aussi dans le centre. Il y a des Jossou de la région Agoni. Vous voyez. Donc, les Jossou sont partout. Mais dites-nous, avec cette... vous êtes tellement partout, vous vous retrouvez partout. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous vous accordez, est-ce que les Jossou s'accordent sur l'origine de façon unanime, l'origine de cette famille-là, avant maintenant qu'on ne parle de la migration vers d'autres régions du pays dans l'histoire? En fait, ils luttent pour s'accorder. C'est compliqué. C'est compliqué. Chacun tire le drap de son côté. Tire le drap de son côté parce que chacun dit non. En fait, avant tout a commencé chez nous. C'est à partir de nous que c'est parti. C'est pour ça que je disais au début, c'est à Djatado, notre origine, tous. Non, enfin, presque tous. Pour vous éviter les problèmes. Oui, pour éviter de tirer les draps d'un côté ou de l'autre. Et les Jossou que moi je connais deux femmes Jossou. Oui. Elles sont très belles. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Les deux que je connais, je dis mais... Oui, vous avez oublié de dire que Patrick n'est pas moins beau que cette dame que vous connaissez. Il est aussi. Il est aussi beau. C'est exactement. Elle n'a pas voulu vous faire les compliments. La beauté des Jossou. Je pourrais dire toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Oui, en fait, c'est surtout ça, la curiosité de chercher chez l'autre. Lorsque vous cherchez à découvrir ce que l'autre est, non pas découvrir de manière négative pour détruire l'autre, vous arrivez à chercher la beauté chez l'autre. Ça reflète la beauté chez vous. C'est comme ça la nature. Ce que vous admirez chez les gens, c'est ce que vous aurez vous-même. Voilà, la nature. Ce que vous manifestez, vous manifestez. Oui, ce que vous manifestez, ça vous revient. C'est pas retour de la manivelle, mais retour de l'ascenseur. Oui. La manivelle, ça revient, ça vous frappe. Ah oui, ça c'est plus douloureux. Oui, mais l'ascenseur, ça vous revient, ça vous retransporte. Exactement. Vous remontez au niveau des autres. Et si les autres sont toujours à un palier, vous pouvez les inviter, ils entrent dans l'ascenseur avec vous, vous remontez, vous allez un peu plus haut. C'est surtout ça, la beauté de chercher ce qui est beau chez l'autre, chercher à magnifier ce qui est beau chez l'autre pour pouvoir se rehausser soi-même. Parce que celui qui cherche à dire du bien de l'autre, cherche aussi à ce qu'on dise du bien de lui. Mais si vous cherchez toujours à dire du mal de l'autre, ça va vous revenir. Il y a des panégyriques pour les Jossou selon la région? Non, selon la région. D'accord. Selon la région. Et je disais qu'il y a des Jossou qui sont de l'Atlantique, etc. Et il y a des Jossou qui sont à Inovi, donc de Porto-Novo même. Il y a des Jossou qui sont Djaka. Moi, je suis Djaka. Et les Djaka se retrouvent dans l'Atlantique et dans l'Ouémé. Et les Djaka, c'est par exemple, nous communions Massi Clo-Clo. Allez-y, moi j'aime ça. Allez-y. Vous pouvez reprendre. C'est pas tout. Est-ce qu'il y a une différence entre Aïnovi et Aïnon? Oui, la différence, c'est que ceux qui se disent Aïnon sont des gens qui pensent qu'ils sont nés à Porto-Novo et ils sont, disons, enfin, pas nés à Porto-Novo, leurs ancêtres sont à Porto-Novo. Des autochtones en quelque sorte. Ils sont autochtones. Aïnovi, c'est quelqu'un qui est né plutôt à Porto-Novo. C'est pas que son ancêtre est de Porto-Novo. Il est natif simplement de Porto-Novo. Oui. Tandis que les autres, ce sont les autochtones. Les autochtones, ils sont vraiment de Porto-Novo, ils sont là. Et tous leurs ancêtres, bon. Et les Haïnos, on se retrouve un peu partout, hein? Pas que à Porto-Novo. Oui, les Haïnos, tous ceux qui sont Haïnos, tous ceux qui se disent Haïnos sont des gens qui sont propriétaires terriens. Haïnos. Le sens même du mot. Ils sont là, ils sont
là depuis des lustres et les autres sont venus s'installer. Donc les autres sont juste en fait des immigrants qui deviennent autochtones. Intéressant. Oui. Intéressant. Oui. Pas panégérique, Bruno, ça donne quoi? Non, on ne parle pas des Swahili aujourd'hui. On veut bien voir Non, juste on parle pas ce que ça donne. Exactement. Voici Là, à quoi ça vous voulez ouvrir une parenthèse dans la parenthèse, c'est pas normal. Une autre fois, on va parler des Swahili, je passerai un invité, je vous le fais, c'est promis, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour toutes ces leçons sur la famille Djossou. Vivement, un moment de mobilisation des Djossou, tellement vous êtes partout au Bénin, partout ailleurs. Il faut créer une fête identitaire pour que les Djossou... Il y a des Djossou même en Éthiopie. Qu'ils rentrent, que tout cela rentre. Qu'ils rentrent au Beka et reconnaître que c'est ici la source des Djossou et que c'est d'ici. Tout est parti. Merci beaucoup à vous sur cette leçon d'ici. On a parlé aujourd'hui de la famille Djossou. Il y a d'autres familles comme ça. Je vous propose peut-être d'aller visiter les Adjovi. Il y en a dans ce studio. Oui, pourquoi pas, les Adjovi, parce que c'est ton nom, quand on l'appelle, bon, ça prête à certaines interprétations. Bon, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui parce que quand on dit Adjo et vie après... Oui, bon, justement, l'interprétation pour Djossou, certains pensent que Djossou aussi, c'est le tontinier. Djossou, Djossou. Sou. Franchement... Et d'autres disent que c'est le mari du pou. Exactement, c'est à ça que moi j'ai pensé. Djossou, le mari du pou. Oui, le pou, si Assou. Et maintenant, Tontini aussi, Djo. Et Sou. Oui, bon, c'est dans l'intonation. Ah oui, Djo. Sou. L'autre c'est Djo. Sou. Donc, les interprétations sont... Il faut établir la véritable phonétique de tout ceci pour mieux comprendre. Merci beaucoup à vous, Patrick Djossou. En tout cas, vous êtes un digne fils pour nous qui vous côtoyons. Vous êtes un digne fils de cette famille Djossou-là. On a pu comprendre mieux aujourd'hui que vous portez valablement votre nom aujourd'hui et que vous êtes un vrai fils de votre papa et de donc, cette famille Djossou. Merci également à vous, Gloria Oni, d'être allé vraiment nous chercher cette famille-là et de nous retrouver quelqu'un qui pouvait véritablement nous parler de long en large de cette famille. On reste ensemble, on ne se quitte pas. On va faire un tour sur le net avec Gloria Oni, toujours qui est allée chercher pour nous quelque chose pour nous arracher le sourire ce matin avant de retrouver le talk. Allez, Gloria Oni, on reste avec vous pour Vue sur le net. Qu'est-ce qu'il y a sur le net? Qu'est-ce qu'ils ont écrit ces internautes pour encore donner de la joie de vivre, pour donner du sourire à ceux-là qui parfois sont tristes? Exactement, Bruno. Ce matin, j'ai plusieurs images pour vous. Et on démarre par la toute première image qui dit ceci. Les souris veulent gâter mon foyer. Elles ont emmené le caleçon de ma voisine dans ma chambre. Ma femme ne me croit pas. Il est tout sauf sérieux, celui qui dit ça. Tout sauf sérieux. Mais comment les souris... Mais quelles sont ces souris qui veulent gâter le foyer? Qui envoient des caleçons d'une chambre dans une autre chambre. C'est possible ça, Didas Tossou, parce qu'il y a des souris qui sont transversales, c'est-à-dire que elles sont entre deux maisons. C'est possible un transfert? Oui, c'est très possible. Mais ce qui est transféré, c'est ça qu'il faut voir. Exactement. Si on me parle du poisson fumé, par exemple, on me parle du fromage, je peux comprendre. Mais Silip, attends, il n'est pas sérieux. Non, Silip, peut-être qu'il y a une odeur dans le Silip. Exactement, ouais. L'odeur qui a attiré. Pourquoi L'odeur a attiré la souris a pris le Silip. Je ne crois pas, je ne crois pas. En tout cas, il faudra questionner la souris. Voilà. Il faudra l'arrêter, la questionner sur ses activités nocturnes qui semblent créer des soucis à ce foyer. Oui, on passe à autre chose. Il veut détruire le foyer de l'autre. Quand un riche, ton sainte, petit stress net, fausse couche. Quand un pauvre, même si tu tombes de l'étage, l'enfant va naître. Ça, c'est forcé. Quand on reste enceinte, petit stress net, on parle de fausse couche. Et quand c'est un pauvre, même si tu tombes de l'étage, l'enfant là va naître. C'est vrai ça? Il y a une différence entre les grossesses de pauvres et de riches. Selon le géniteur. Tout à l'heure, on parlait de grossesse. Mais là,
Je ne sais pas si le spécialiste de la grand-mère. Le représentant de la grand-mère. Non, je crois que quand on parle... Donc chez les gens aisés, à la moindre chose, on parle de fausses couches. Alors que chez les pauvres, quelles que soient les souffrances, les tortures subies, la grossesse résiste toujours. Même avec la grossesse, on va au champ, on travaille, on fait tout cela. Donc comme quoi, grossesse de pauvre, c'est solide. C'est très solide. Alors là, c'est solide. Mais grossesse de pauvre, vous voyez, elle a la grossesse, elle a un enfant au dos et une bassine sur la tête, elle va au champ. Mais grossesse de riche, dès lors qu'on dit qu'on annonce ça, elle est dans le divan et on la gère. Oui. On la gère. On la gère. On la gère. C'est des massages, c'est de toute des attitude. séances avec le kiné, c'est des croissants le matin. Et c'est les chauffeurs qui souffrent. Oui. C'est doucement, on va ouvrir la portière. Elle rentre doucement, on conduit très doucement. Ouais. Il ne faut pas rentrer dans les nids de poules. Elle va passer son temps à râler. Donc, voilà. Râle, ici, ça fait R-A-L, repos au lit. Voilà. Merci beaucoup. C'est Jossou, notre Jossou. Oui, il est fort dedans. On passe à l'image suivante. Une femme mariée peut aller en boîte de nuit sans son mari et rentrer au petit matin. C'est une question. C'est une question. Une femme mariée peut-elle aller en boîte de nuit sans son mari, donc c'est-à-dire toute seule, et rentrer au petit matin? Et en commentaire, ça dit ceci. Oui, pour récupérer ses affaires. C'est un problème. Il faut éviter d'annoncer tout ça aux jeunes. Vous faites peur aux jeunes parce que comme ça, la jeune fille va penser que elle peut négocier et y aller. Mais la nuit porte beaucoup de choses. Et vous allez seul, vous n'allez pas revenir seul. Une femme qui sort seule la nuit ne va pas revenir seule la nuit. Et un homme qui sort seul la nuit, il peut revenir seul. Pourquoi? Ça, c'est quand... Non, mais moi, je veux comprendre. Ça, non, je veux juste comprendre. Ça, c'est quand les petits-enfants refusent de comprendre la sagesse. Vous avez été une fois dans une boîte de nuit. Quand vous êtes homme, qu'est-ce que vous faites? C'est l'homme qui va vers la femme, non? Oui ou non? Oui. C'est pas la femme qui va vers l'homme, c'est vous qui allez, vu votre position, et vous cherchez. Mais c'est sérieux. Pas toujours, oui. Pas toujours, il n'y a pas de règle sans exception. Mais vous allez... Quand vous êtes femme, vous allez seul dans une boîte de nuit, c'est que vous autorisez qu'on vienne vers vous. Oui. Et si je ne sais pas si... Alors que vous êtes marié. Alors que vous êtes... Si vous mais êtes on n'a pas mis marié sur votre dos. On va mettre ça au front des hommes. Ah d'accord, ok. Là encore c'est mieux. Même là, des gens vont vous approcher. Oui, même en étant marié, vous brillez, vous êtes belle, les gens même en étant voilée. Oui, en fait, c'est ça la particularité. Toute femme est une attraction. Toute femme a de l'attractivité. Toute femme, c'est de l'attrait. Donc, on a les trois chez une femme. L'attrait, l'attraction, l'attractivité. Maintenant, c'est la femme qui détermine comment elle va manifester son attrait ou son attraction ou son attractivité. L'attraction, quand la femme la manifeste, ça veut dire qu'elle veut que quelqu'un vienne vers elle. Donc, elle expose, elle fait de... l'attractivité est naturelle. Les jeux de phare. Elle fait des jeux de phare, voilà. Qu'est-ce que vous appelez les jeux de phare? Moi, je ne sais pas. Non, on va revenir dessus dans le jeux d'ici prochaine. D'accord. Allez, on passe à autre chose, Gloria. On passe à autre chose. Fatigué de la routine au foyer, prends ta femme et amène-la dîner dans un restaurant. Puis, allez à l'hôtel, prends une chambre pour passer un bon moment avec elle. Question de changer un peu de cadre. Elle mange sans problème. Elle arrive dans la chambre d'hôtel. Première question nette. C'est ici que tu amènes tes bordels, n'est-ce pas? Ici, c'est l'Afrique. Si vous ne me croyez pas, essayez dès ce week-end. Patrick Jossou, Bruno Soir. C'est vrai ça? Représentant de grand-mère. C'est vrai ça que parfois en voulant faire plaisir à la femme, comme c'est le cas ici, ça vous retombe dessus. Vous savez, ça dit que vous avez orchestré tout un scénario pour lui faire plaisir, pour sortir un peu des sentiers battus, voilà, de la vie de couple. Vous décidez d'aller dîner et puis d'aller à l'hôtel et net, la conclusion qu'elle tire, c'est que c'est ce même endroit qui est votre lieu de crime.
En fait, un chanteur dit que c'est ce que votre mère a créé là. C'est ça qui devient Akoba pour vous, quoi. En fait, quand nous disons tout le temps, il faut amener la femme ici, il faut amener la femme... Si la femme ne vous indique pas quelque part, et que vous dites, bon là, c'est trop cher, c'est pas trop cher, et que c'est vous qui amenez la femme, quel que soit l'amour là, elle a déjà une intention. Et c'est vrai. Je dis bien, quand bien même, quel que soit l'amour que vous avez, et que c'est vous qui amenez la femme quelque part, et que vous l'amenez, même vous dépensez quelle que soit la chose, elle a déjà une intention d'elle, même si elle ne l'exprime pas directement. Un monsieur dit, il amène la femme dîner au restaurant, la première question qu'elle lui pose, comment tu as découvert ici? Je dis, ce que je dis là, c'est vrai. Laissez la femme vous dire. C'est une bonne question. C'est une bonne question d'ailleurs. Comment tu as découvert cet endroit? T'es venu une fois, t'as vu la pub sur le net, à la télé, c'est quoi? C'est une question piège. C'est une question, mais c'est une question piège. Oui, en fait, c'est une question qui peut, enfin, on peut trouver une réponse rapide. Oui, j'étais venu avec des amis, avec des copains. On est venu ensemble entre collègues. Mais question suivante. Oui. Quel copain? Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Le mieux, c'est de dire, je passais, j'ai vu le nom, je dis bon, visitons, je découvre comme toi. Où allais-tu? Tu passais, tu exagères. Vous voyez? Donc, quelle que soit la réponse que vous servez, ça vous crée des problèmes. Oui. Il y a des moments où il faut répondre juste par le sourire. Simplement. On relance la question. La question est relancée. La Patrick Jossou. On sourit encore. Vous souriez encore. Exactement. Voilà, tu dis. Je mets la chérie. C'est comme le monsieur à qui on sort le Coran, on lui demande de jurer qu'il n'a jamais trompé la femme. Il fait, hein? Et on lui répète la question, jure-moi que tu ne m'as jamais trompé. Voilà, le Coran jure. Il fait encore, hein? Donc, il y a des questions auxquelles il ne faut jamais répondre. Allez, on continue, Gloria. L'image suivante. Les filles qui sortent les samedis soirs, c'est vous, on aime. Celles qui ne sortent pas, c'est vous, on va marier. D'accord. Comme quoi, l'homme sait souvent ce qu'il veut en période de célibat et quand il veut se marier, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand il était en chômage, j'appelle chômage ici, et quand il était célibataire, il peut traîner avec toutes sortes de filles. Célibataire chaud. Voilà, il chauffe. Mais dès qu'il prend l'engagement de se mettre en couple avec une fille, il se dit que les filles avec lesquelles il sortait ne sont pas les bonnes femmes, qu'il faut aller chercher ailleurs. Vous voyez les hommes, il est... Vous voyez quoi? On continue. C'est sans commentaire. Ça passe de tout commentaire. Alors, même si Jésus nous donne les frais de transport pour le rejoindre au ciel, certains vont bouffer leur part. C'est pourquoi il a dit qu'il revient nous chercher lui-même. Sagesse venant d'en haut. Il a raison. On continue. Et vous imaginez des deux sexes, le sexe qui sera le plus enclin à dépenser son transport? Oui, non, ne le dis surtout pas. Non, c'est juste une question comme ça. C'est juste une question aussi. Bon, il faut déjà chercher le sexe qui aime plus prendre l'argent du transport dans toutes les circonstances. Même quand vous la déposez au portail, elle peut vous demander l'argent de transport à son portail. Ah bon. L'argent de transport, c'est pas qu'elle veut se déplacer d'un point B. Bon, la défense commence. La défense, j'ai rien dit, j'ai juste posé une question, la défense commence. C'est transporter sur ses deux pieds. Oui, ça aussi, il faut de l'énergie pour le faire. Voilà, et cette énergie, c'est une énergie pécuniaire. Voilà. On continue. Donc, c'est la dernière image. C'est une énergie pécuniaire. Si tu m'ignores, je m'en fous. Si tu ne m'envoies pas de texto, Orange et Vodacom le feront. Si tu ne m'appelles plus, les gens à qui je dois de l'argent le feront. Ça, c'est sûr. Si tu ne viens pas chez moi, les témoins de Jéhovah viendront. Ça, c'est plus que sûr. Comme quoi chacun est toujours servi. Exactement. Dans la vie, qui qu'il soit, quel qu'il soit, chacun est toujours servi à la fin. Toujours une solution à toute chose. Merci beaucoup à vous, Gloria Onis, pour ce tour sur Internet. Vous nous avez permis de revoir un peu ces messages-là qui nous ont donné le sourire ce week-end et même en début de semaine. On va poursuivre cette émission. Je vous parlais du talk du jour. On parle de la crise d'adolescence. On va revenir sur le défi pour les parents de canaliser les jeunes
nos enfants à cet âge et à cette période assez sensible et délicate de la vie. C'est dans un instant le talk, mais juste avant, on reçoit un invité. On parle avec lui et après, on va retrouver le forum de discussion. À tout à l'heure. Un peuple, une identité, une mémoire. Depuis 1953, Radio Bénin, la radio des Béninois. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Communiqué conjoint du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable et du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Dans le cadre de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri, il est prévu la libération de la zone occupée par les pêcheurs à Plakodji, située dans le 5e arrondissement dans la commune de Cotonou, de toute forme d'occupation à compter du 15 septembre 2021. En conséquence, tous les occupants actuels de cette zone sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale comptent sur la collaboration et le sens patriotique de chacun pour la bonne réussite des opérations. Communiqué signé par José Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, il est porté à la connaissance des aspirants au métier d'enseignant ayant servi dans les établissements secondaires au cours de l'année scolaire 2020-2021 et qui consentent poursuivre leur service à confirmer leur disponibilité sur la plateforme https://secondaire.educmaster.bj. Par ailleurs, les aspirants régulièrement inscrits dans la base de données mais qui n'ont pas été déployés les années antérieures peuvent également par le même canal manifester leur volonté et leur disponibilité à servir via https://secondaire.educmaster.bj. La période retenue pour ces différentes opérations est du vendredi 20 au vendredi 27 août 2021. Passé ce délai, l'accès à la plateforme ne sera plus possible. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle invite les aspirants au métier d'enseignant à faire preuve de diligence. Communiqué signé par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi. Allez, avant de retrouver le talk, on parle du label diplomatique qui a sa 5e parution pour le compte de ce mois d'août 2021. Et en plateau avec moi, quelqu'un dont l'un des prénoms se retrouve justement dans l'appellation de ce magazine, Heribert Label. Adjovi, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, on parle de ce magazine panafricain qui parle de la diaspora, des diasporas africaines, de l'intégration africaine, de tout ce que nous savons, qui soit porteur, on va dire, de l'image de l'Afrique tout entière. Label diplomatique, 5e parution. Présentez-nous cette 5e parution, son contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur? Oui, le label diplomatique, c'est un magazine panafricain entièrement consacré à la diplomatie et aux relations internationales. Le label diplomatique, c'est un peu une réponse à un besoin de la diaspora de se reconnecter à la patrie mère qu'est l'Afrique et un besoin de l'Afrique de retrouver ses fils qui sont à l'étranger. C'est pour ça que notre leitmotiv, c'est unir l'Afrique et ses diasporas.
Unir l'Afrique et ses diasporas. Et à travers notamment ce 5e numéro qui a été lancé en synchronisation internationale avec la Jamaïque à l'occasion de la journée Marcus Garvey Day, le 17 août dernier, où on a célébré ce précurseur du panafricanisme. Nous avons eu l'occasion, avec notamment l'État de la diaspora africaine, de lancer ce numéro qui est consacré à bien des dossiers. Le premier, c'est relatif au 1er juillet, le 1er juillet qui fut la date de la diaspora, la journée de la diaspora africaine, puisque, il faut le reconnaître, nous faisons beaucoup d'efforts à l'interne, mais nous ne pouvons pas vraiment aller vers le développement intégral sans que nos fils qui sont à l'étranger, que ce soit la diaspora historique, c'est-à-dire les afro-descendants, que ce soit la diaspora nouvelle, tous nos frères et sœurs qui sont à l'étranger pour une raison ou une autre, ne se mettent ensemble avec nous pour que les choses évoluent. C'est le dossier principal que nous avons développé dans ce 5e numéro. En dehors de ce dossier, nous avons reçu justement le fils héritier de Marcus Garvey, Dr Julius Garvey, qui est aux États-Unis, et il nous a parlé de ce qu'il est important que nous retrouvons nos propres repères en tant qu'Africains. On a l'impression que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais bien au contraire, nous savons très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Un continent chargé d'histoire d'ailleurs. Absolument. Et donc notre panafricanisme, ce n'est pas l'exclusion des autres. Notre panafricanisme, ce n'est pas juste une affaire de peau. Et c'est pour ça que dans l'éditorial, qui est mon intime conviction, j'ai situé les choses exactement. Ça a été un éditorial de clarification. Notre panafricanisme, c'est l'humanité, c'est-à-dire la défense de 3 valeurs fondamentales: l'amour, la justice et la paix. Parce que s'il n'y a pas d'amour, si je ne fais pas à l'autre ce que je veux qu'on me fasse, et si il n'y a pas un monde de justice, on ne peut pas parler de paix internationale. Et la justice internationale passe par le fait qu'on reconnaisse également que l'Afrique, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, tout ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a été méprisée, l'Afrique a été brimée, et il faut rectifier cette erreur, sinon on ne pourra pas avoir une paix internationale effective. Au-delà de ce dossier, nous avons, puisque quand même si les autres collaborateurs sont hors du continent africain, c'est quand même la base, c'est le Bénin. Nous avons eu une interview avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, son Excellence Monsieur Igor Evdokimov, qui est venu près le Bénin, le Togo. Il est revenu sur la coopération entre la Fédération de Russie et le Bénin, la Fédération de Russie et le Togo. Voilà, et donc c'est une interview très importante parce qu'il est allé au-delà pour parler aujourd'hui des grandes orientations de la politique russe en Afrique. Nous avons reçu également le maire de la ville de Savè, puisque nous nous sommes donnés... Vous parlez de consécration du péage au Bénin, Savè devient une ville. Voilà, ça c'est une phrase du maire Denioba Tchabi. Voilà. Donc, sans oublier que la diplomatie béninoise, nous avons fait un clin d'œil au patron de la diplomatie béninoise, le ministre Aurélien Agbenossi, qui a été décoré dernièrement dans l'ordre national du Bénin pour parler de notre pays. Sans oublier un autre aspect important aussi, puisque moi je suis sportif, ça attire mon attention. Vous avez également parlé de la coopération sino-béninoise et ce fruit-là, que cette coopération a pu accoucher. Voilà, absolument, avec la rénovation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, à coût de plus de 10 milliards, on parle de 13 milliards. Absolument, absolument. Vous faites bien de le relever. Et nous avons également d'autres articles sur d'autres communautés noires, notamment par exemple brésiliennes, la situation des journalistes noirs au Brésil, avec la question du Covid qui
qui est beaucoup plus difficile, qui les met dans une position beaucoup plus difficile parce que la communauté noire a beau être 56% avec le métissage, mais sur le plan médiatique, ils sont très peu représentés. Et avec la situation du Covid, ça s'est renforcé dans le sens négatif. On en a parlé, notamment avec notre consoeur Chagas. Et voilà un peu, il y a aussi un hommage aux femmes qui ont défendu l'honneur de l'Afrique dans l'histoire. Donc nous avons célébré les héroïnes du continent. Voilà un peu, en gros, ce dont il est question dans ce 5e numéro. D'accord, voilà, ainsi présenté le label diplomatique 5e parution, mois d'août 2021. Une dernière question, est-ce que vous avez l'impression que tous les efforts fournis pour véhiculer le langage diplomatique, le langage panafricaniste ou l'idéologie panafricaniste à travers le label diplomatique aujourd'hui, vous avez l'impression que cela apporte quelque chose au panafricanisme? Ah non, je suis persuadé que la pédagogie doit continuer. Nous devons continuer tous ensemble de travailler parce qu'il y a une chose. Nous accusons très facilement nos dirigeants, mais il faut dire qu'ils sont venus peut-être trop tard dans un monde trop vieux et que si on ne questionne pas l'histoire, notamment à travers l'esclavage, la colonisation et même le néocolonialisme rampant, aujourd'hui on ne peut pas comprendre les enjeux. Et pour finir, je dirais aujourd'hui nous parlons de la pandémie du Covid et nous parlons de tout ce qu'il faut faire pour nous en sortir, notamment la vaccination, tout ça. Mais en réalité, quand on regarde qu'est-ce que l'Afrique apporte dans cette situation-là, il semble que nous subissons. Et on peut comprendre pourquoi nous, facilement, nous pouvons dire pourquoi nos ancêtres ont vendu nos parents pour l'esclavage. Pourquoi les premiers dirigeants de nos États n'ont pas su se libérer, avoir l'indépendance au-delà de l'indépendance nominale, une vraie indépendance. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une situation critique, mais en même temps, ça nous montre ce qui s'est passé dans le passé. Quels sont les leviers sur lesquels nos dirigeants peuvent vraiment s'appuyer pour faire face à ce qui se passe. Mais je suis persuadé d'une chose, nous devons travailler tous ensemble. Le panafricanisme, ce n'est pas les Noirs contre les autres, mais c'est quand même une justice. Et quelqu'un dirait que il faut quand même remettre l'Afrique dans sa dignité. Sa dignité a été bafouée depuis des siècles et il n'y a rien à faire. Nous sommes dans un tournant incontournable. Si on ne le fait pas, si les uns et les autres n'ont pas l'intelligence de le faire, la nature le fera parce que on ne peut pas, comment on appelle, effacer l'histoire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord. Alors, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut le trouver, le label diplomatique? Nous, jusqu'au 5e numéro, nous faisons une politique particulière. Nous ne le vendons pas, mais tous les cercles les plus importants, que ce soit par rapport, vous assurez la distribution. Nous assurons la distribution, mais en même temps, n'empêche que les bonnes volontés soutiennent l'initiative. Bon, par ailleurs. C'est à partir de l'année prochaine, en 2022, que nous allons rentrer dans une politique commerciale. Sinon, actuellement, c'est d'abord faire connaître ce que nous faisons et faire partager cet idéal-là. On va se dire, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? Je pense que si vous voulez engager un combat, ou je ne vais pas parler, peut-être si vous avez des idées à faire valoir, il faut trouver les moyens pour y aller. Actuellement, ça va vous surprendre, mais ce n'est pas dans des kiosques, mais les cercles qui nous intéressent, le milieu diplomatique, le milieu politique, nous y assurons la distribution. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Sur tous les 5 continents aujourd'hui, à travers la version numérique, nous sommes partout. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous, Ribel Abel Adjovi, pour la présentation du label diplomatique et cette 5e parution du mois d'août de cette année même. On vous souhaite bonne chance, bon vent
et beaucoup de courage surtout dans votre combat que vous menez. Vivement le 100e, le 1000e numéro du label diplomatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver une autre fois certainement pour parler, pourquoi pas, de la 6e parution. J'aimerais bien. On va poursuivre cette émission. À présent, on installe le talk. Mercredi. Travailler dans un petit resto ouvre traditionnellement la voie à de plus belles réalisations. Je comprends, Mama Clara. Créer une bonne synergie résout tous les problèmes. Je comprends, Mama Clara. Mais ça, c'est ce qui se passe quand je vais aux toilettes et que je te laisse t'occuper des frites. Mais on est une famille, regarde autour de toi. Papa! Ah, tu vois, il reste encore tout ça. Alors, on a essayé barbier, burger. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est banque d'organes, boucher. Devenez membre de la famille en 5 jours. Racaille, on essaie majordome. Oh, mon Dieu. Vous êtes Bob? À votre service. Dans un superbe haut assorti à la jupe, rétro chiche, c'est la jolie Sophie. Oh, chic. L'ORTB, pas sans vous. Le talk du jour, on parle de ce sujet assez préoccupant en famille, on parle des crises d'adolescence et comment gérer cette période assez sensible généralement pour les enfants. Les parents ont une grande responsabilité sans doute à jouer parce que c'est un âge où généralement les enfants sont encore sous la coupole de leurs parents. On en parle dans un instant avec Camille Eddy Koto, toujours présent. Bonjour. Bonjour, Bruno. Voilà, et il y a également Didas Tossou qui est resté sociologue de son état, et Mylène Fanou et Saint-Tiche Quimpon, toutes deux également restées pour parler de ce thème assez préoccupant, comme je le disais. Alors, Eddy Camille Koto, on parle de l'adolescence. C'est quoi l'adolescence véritablement? Merci. L'adolescence, c'est l'âge ou l'étape de la vie au cours de laquelle se manifeste le plus grand ou la majorité des bouleversements qu'un humain puisse connaître. Bouleversements au plan physiologique, bouleversements au plan psychologique, bouleversements au plan physique, émotionnel, relationnel, etc., etc. Et il faut dire que l'adolescence est précédée de la période pubertaire qui d'ailleurs constitue ou pourrait être considéré comme le début de l'adolescence, la première étape de l'adolescence qui se situe, cette période pubertaire qui se situe entre 11 et 14 ans ou 12 et 14 ans, et donc qui fait remarquer au niveau de l'enfant en train de devenir jeune l'apparition des caractères que nous appelons caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire au niveau du jeune garçon, la mue de la voix, le développement de la pilosité, la croissance au niveau physique, l'apparition des poils sur le pubis, et au niveau de la jeune fille, un début d'apparition des seins, aussi un développement de certaines parties. Je veux parler des fesses, pardon de le dire comme ça. Et donc, des rondeurs. Voilà, des rondeurs. Et donc, c'est en fait l'apparition de ces différents changements au niveau du jeune qui annonce l'adolescence, l'étape de l'adolescence. Et cette étape se caractérise par un certain nombre d'éléments qui malheureusement ou bien souvent échappent aux parents et même aux adolescents les concernés, parce que ni l'un ni l'autre ne maîtrisent pas souvent les tenants et les aboutissants de l'adolescence. Alors, à cette période, les parents sont vraiment interpellés. Parfois, ça devient un peu un clash dans la maison entre l'enfant en pleine crise d'adolescence, qui se croit désormais tout permis, qui pense qu'il connaît le monde entier, qui pense qu'il connaît parfois plus que papa, plus que maman, qu'il est plus intelligent, il a ses envies, il veut à la limite réclamer certains de ses droits, il veut prendre certaines décisions, il se pense déjà mature pour décider d'un certain nombre de choses dans sa vie. Comment est-ce que vous qui êtes sociologue, on va revenir à vous également, vous qui êtes psychopédagogue, pardon, comment est-ce qu'un parent doit se prendre à ce moment donné-là? Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement les parents, mais c'est toute la communauté, toute la société. Un enfant adolescent se comporte comme un demi-lettré.
Un demi-lettré, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous êtes lettré, il vous voit, il se cache. Quand il voit quelqu'un qui ne sait rien, il montre tout pour dire que c'est lui qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, donc, un adolescent, dès que vous n'êtes pas à la maison, il montre qu'il est homme, il montre qu'il est fille, et qu'il est femme ou bien fille. Il bombe le torse, comme on dit souvent. Mais dès lors que vous êtes là, il se cache et vous suit. Et quand vous engagez une discussion, il va vous montrer qu'il connaît plus que vous. Or, vous êtes assis, vous voyez mieux que lui qui est debout. Ce que vous avez dit, que l'adolescent constitue une réflexion, un souci pour les parents. Oui. En fait, c'est parce que la société n'accompagne pas les parents souvent qu'on souffre. Parce qu'aucun parent ne laisse son enfant non éduqué. Tout enfant est éduqué. Mais dans la rue, l'éducation revient autrement. Donc, parce qu'on ne sait pas ce que l'environnement va apporter à l'enfant, on est tout le temps dans le souci. Vous êtes à la maison, peut-être vous êtes dans une maison, vous avez loué quelque part, et votre garçon voit une jeune fille aussi dans la maison, il va commencer à s'agiter. Il va commencer à s'agiter, il va commencer à montrer que bon, il faut porter ceci, il faut porter ça, il faut faire ci. La fille aussi va commencer à faire des gestes, et vous, en tant que parent, vous voyez tout, et vous commencez à surveiller. Quand vous voyez un geste, vous appelez votre fille, bien votre garçon pour dire, ce que j'ai vu là, je ne veux plus voir ça. Il va même chercher à savoir quand est-ce que papa ou bien maman a vu ce qu'on faisait. Mais vous, assis, vous voyez tout. On va vers le puits là, et au lieu de puiser l'eau pour se retourner vite, non, on attend que l'autre vienne, ou bien on balaye tout le temps, on ne fait que balayer le même endroit. On va acheter la glace dans le quartier, on met 2 heures de temps. Voilà, donc les parents sont inquiets parce que, en fait, ce n'est pas qu'on ne veut pas que l'enfant découvre, mais de quelle manière l'enfant va découvrir. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mais Mylène, c'est un moment où l'enfant est souvent peu réceptif. Il passe à une étape où, comme Didas Tossou l'expliquait, c'est difficile de lui faire entendre raison. Oui, c'est difficile, c'est très difficile parce que là, sur le coup, l'enfant est en train de connaître des modifications. Je pense qu'on parle plus là de maturation biologique. Il y a des hormones qui agissent. Et au fond, c'est, comme vous l'avez dit, l'enfant, il se dit, voilà, c'est nouveau tout ce que je ressens, c'est nouveau tout ce que je vis. Et oublie que papa ou maman également, ils ont également eu à traverser cette période. Donc, je pense que c'est une période qui doit vraiment être coachée par les parents. Il faut que les parents soient vraiment présents, il faut qu'ils puissent vraiment discuter avec les enfants parce que si on ne discute pas, si on ne communique pas, si je n'arrive pas à dire clairement à maman ou à papa, voilà, je vis telle chose, j'ai remarqué à tel niveau que je me comporte de telle manière, parce que les parents le remarquent à coup sûr. Et il y en a des parents qui, pour eux, c'est plus le bâton. Quand l'enfant, comme vous l'avez dit, au niveau du puits, prend tout son temps, le papa ou la maman, généralement les mamans remarquent une fois, 2 fois, 3 fois, et après on sait ce qui suit. Donc, quand l'enfant a la possibilité de dire à maman, ben voilà, j'ai remarqué telle chose à mon niveau, comment ça s'explique? Je pense que la plupart du temps, c'est par manque d'information qu'on voit des enfants, des adolescents qui vont à la dérive. Il faut plus discuter, informer les enfants, leur dire, ben voilà, ce que tu vis n'a rien d'anormal, j'ai pris par là, on peut gérer ensemble pour que ça puisse... en gros, être bien géré en famille pour qu'on ne rencontre pas ce type de difficultés, ce type de dérive comme on en voit de plus en plus dans notre société. Pourtant, Saint-Tige, c'est un moment où l'enfant a besoin d'être coaché, l'enfant a besoin d'être suivi, même si il entend difficilement raison, il en a besoin. L'enfant a vraiment besoin à cet âge-là d'être coaché, surtout par les parents. Parce que dans la maison, c'est d'abord papa et maman qui doivent constater ce qui ne va pas. La crise d'adolescence, c'est l'étape où l'enfant se dit « Il faut que je me crée une identité à venir, que je sache ce que je veux devenir, que je prenne mes marques. » Et c'est à l'âge là que toutes les crises commencent, comme on le dit.
Papa parle, on ne veut pas écouter. Maman parle, on ne veut pas écouter. C'est comme si tout ce qu'ils disent, ça vous tape sur les nerfs. Vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez d'autres choses. Vous commencez pas à découvrir autre chose, exactement. Et on a vraiment besoin... Papa devient caduque. Ah oui. Maman devient vieille mère. Trop vieux, trop vieille. À l'école, on dit ma maman me casse les couilles. Excusez-moi, ma maman me tape sur les nerfs. Mon papa... On ne dit même plus papa, on ne dit plus maman, on parle de vieille. Mon Dieu, ma vieille, le daron, la daronne, la mater. Parce qu'on découvre autre chose, on devient jeune, on se construit et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que les parents se disent qu'il faut que je parle avec mon enfant. Et il y a certains parents qui n'ont vraiment pas la communication comme point fort. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est taper, comme Hélène l'a dit, taper sur ces enfants-là. Alors qu'il faut beaucoup communiquer avec eux, leur expliquer qu'on a déjà passé... Les tenants et aboutissants d'un certain nombre de choses. Et justement, dans l'intervention parentale ou dans le rôle parental, il n'est pas rare de constater que dans certains foyers, à l'âge ou au moment de la crise d'adolescence, dans la gestion de cette crise-là par les parents, parfois papa et maman ne parlent pas le même langage vis-à-vis de l'enfant. Il y a des cas où vous voyez, si c'est une jeune fille qui par exemple commence par devenir insupportable, vous voyez maman qui tend beaucoup plus à être amie à la jeune fille, la comprend mieux et semble même cautionner certaines choses qu'elle fait. Et vous avez d'un autre côté papa qui est beaucoup plus, le père fouettard qui gronde, qui réprimande, tout ça. Et tout de suite, l'enfant voit en sa maman la protection et en son père l'homme méchant. Je pense que cela se justifie d'abord par le fait que à partir d'une certaine étape du développement physiologique et physique de l'enfant, il s'attache à l'un ou l'autre des parents. Mais naturellement, il faut le dire, les filles sont portées vers leur mère en contradiction à l'enfance, c'est-à-dire au complexe d'Oedipe, l'étape pendant laquelle c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que les filles sont portées vers leur père et les garçons vers leur mère. Mais quand ils grandissent, en fait, la fille a besoin de se faire une certaine image, une certaine identité. Et cette identité ne se retrouve que dans sa mère et non dans le père. Et c'est pour cette raison, peut-être possiblement, que les mères spontanément arrivent à comprendre les filles, puisque au-delà même de ce qu'on pourrait imaginer, ce que la fille ressent, la mère l'a ressenti quand elle avait... Mieux. Voilà, elle comprend mieux. Elle l'a ressenti quand elle avait son âge. Et je pense que c'est aussi ça, le manque d'information. Les parents n'arrivent pas à bien gérer cette étape parce que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas toujours, comme vous venez de le dire, les tenants et les aboutissants. Quand on sait quelles sont les transformations auxquelles le jeune assiste ou qui interviennent au niveau du jeune enfant pendant l'adolescence, on sait mieux les canaliser. Il faut dire que l'adolescence, c'est l'étape de l'idéalisme, où le jeune cherche à se faire, comme Saint-Tiche l'a dit, une certaine identité. Ensuite, c'est l'étape aussi de la remise en cause permanente des décisions des parents, parce que le jeune, à un moment donné, commence par se reconnaître ou se découvrir une certaine force, une certaine puissance. Et c'est l'étape aussi de la fougue, de la vigueur, de la méfiance envers le monde des adultes. Et vous en avez parlé, la caducité. On pense que, bon, maintenant que je grandis, les parents sont devenus caduques et il faut pouvoir les ranger et évoluer à son rythme. Mais je pense, pour finir, que cela devrait se conduire dans une certaine collégialité. Vous savez, la famille, c'est papa, maman et les enfants. Et donc, à tout moment, à tout instant, il doit pouvoir, comme le disait Mylène, exister un dialogue, des échanges mutuels. Parce que les prémices, dès qu'elles s'annoncent, les parents doivent veiller à ne pas laisser l'étape passer sans intervenir. Ils doivent écouter, par exemple, attentivement, beaucoup écouter, avant même de parler. Les parents doivent écouter les adolescents. Ils doivent changer, pourquoi pas, de temps à autre, de technique. Parce que quand ils étaient enfants, c'était une autre discipline. Maintenant qu'ils deviennent adolescents, les parents doivent pouvoir adopter une autre discipline. Être humble, surtout, et pouvoir faire des concessions. Et le plus important, c'est que le parent soit en mesure, quand il est en faute, de le reconnaître. De le reconnaître, mais aussi de créer un climat dans lequel l'enfant, à cet âge-là, peut exprimer verbalement toute sa folie, tout ce qui lui passe par la tête pour pouvoir corriger ce qui n'est pas bon.
Merci beaucoup. Je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes, oui, il faut être vraiment sincère envers nous-mêmes. Lorsque vous parlez de l'adolescence, pour la plupart, à 97%, 98%, c'est nos mamans qui gèrent, c'est nos épouses qui gèrent. Que vous soyez jeune garçon, jeune fille, c'est les femmes qui font tout. La seule chose qu'on va peut-être demander aux hommes, c'est de comprendre les femmes, vous échangez entre vous, c'est-à-dire entre époux et épouse, et la charge revient à la maman de gérer. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si le comportement de mes enfants ne sont pas dignes, du coup on voit maman. On ne voit pas vite papa. Papa accuse maman tout simplement. Il faut dire véritablement ce qui se passe. Alors, pour que véritablement ça marche, c'est à deux d'abord, papa et maman, qui doivent pouvoir s'entendre pour dire ah, voilà telle chose. Si toi, papa, tu vois quelque chose et que ça ne va pas, tu te retires, tu échanges d'abord avec ton épouse et c'est après que, sur le terrain, comme on le dit, quand je dis sur le terrain, c'est-à-dire le comportement des enfants, quand maman se train d'agir, que je ne sois pas en contradiction avec maman. Sinon, il y a des bandades. Donc, moi, je vous fais une synthèse pour dire c'est papa qui va s'entendre avec maman pour que ce qui se passe, même si je veux quelque chose de mon garçon, même si quelque chose de ma fille, lorsque j'échange bien avec ma femme et qu'elle comprend, dans ses réactions, je la soutiens. C'est déjà une forme de dialogue. Parce que quand les gens disent partout, il faut dialogue, il faut ceci, vous n'avez jamais vu véritablement des gens qui s'asseyent, papa et maman, avec leurs filles, avec les garçons pour parler de ça? Non, ça c'est ce n'est pas dans notre culture. C'est pas systématique. Voilà, c'est pas systématique. Il faut le dialogue dont on parle. Il faut le souhaiter. Attention, il faut qu'on dise, vous allez voir votre fille dit quoi. Allons très rapidement, c'est déjà la fin du il faut du temps. Moi, je crois que... On va laisser, je vais vous revenir, on va laisser rapidement les dames s'exprimer parce qu'elles ont été indexées. Mylène, vous partagez l'avis de Didas Tossou? Pas totalement, parce que je pense que ce n'est pas dans notre culture. On ne nous a pas appris à discuter et déjà avoir le courage d'aller vers papa ou vers maman, lui dire voilà, je ressens, je traverse telle chose. Mais comme vous l'aviez dit, je pense qu'on a la possibilité de le faire, d'y arriver avec le temps. Et je pense qu'à tort, on associe le bâton à papa, la douceur à maman. Moi, je pense que c'est très faux. La plupart du temps, comme vous l'aviez dit, c'est la maman qui fait tout. C'est la mère qui éduque l'enfant. C'est elle qui... Quand vous parlez de douceur, la maman, c'est elle qui te dit, ben voilà, tu rentres à telle heure. C'est maman qui te frappe ou qui te donne des corrections quand tu déconnes. Papa, lui, il fait quoi? Il rentre tardivement le soir et bon, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Mais au fond, c'est maman qui fait tout le gros travail de l'éducation de l'enfant, je pense. Saint-Tige. Je dirais... Vous prenez également le dialogue. Vous pensez qu'il existe vraiment encore? Il existe et il faut vraiment qu'on y vienne, qu'on vienne à dialoguer quand ça ne va pas. Parce que, vous savez, les vices des jeunes aujourd'hui commencent par là. Commence par la crise d'adolescence. Et il faut beaucoup parler, comme je le dis, il faut beaucoup parler avec les enfants, qu'on laisse ce qu'on nous avait appris de notre culture, où on ne peut pas, où on n'a pas le droit de parler de sexe avec nos enfants, filles ou comme garçons. Ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut beaucoup parler avec les enfants et surtout les responsabiliser. Je dis les responsabiliser parce que quand l'enfant traverse, il faut comprendre, quand l'enfant traverse cette crise d'adolescence, l'enfant a besoin qu'on le responsabilise, qu'on lui dise « Ah, ok, Mylène, tu sors à telle heure, tu reviens à telle heure. Je te fais confiance. Il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ci, parce que ça peut avoir comme conséquence. » Et qu'on discute avec eux, qu'on les responsabilise, qu'on leur apprenne des choses, à être plus responsables et à traverser facilement cette crise-là sans beaucoup de dérives au fait. Merci Saint-Tige, on a encore 4 minutes. Vous faites tout pour échapper au quiz, mais vous n'y échapperez pas. Mylène, en 10 secondes, vraiment. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des enfants avec qui on ne discute pas.
T'as beau lui expliquer, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas que tu rentres à telle heure, comme tu l'as dit. L'enfant ne t'écoute pas. Il y a des enfants avec qui c'est la manière forte qui passe. Rapidement, je vous donne 30 secondes. Oui, je pense vous avez eu envie de réagir sur les propos de Didas. Oui, de Didas. Rapidement. Non, je pense que Mylène l'a fait. Pour enchérir, je dirais simplement que le dialogue, et Saint-Tiche a complété, c'est important. On ne saurait évoluer dans une société, se comprendre sans dialoguer. Et je voudrais dire, c'est 5 choses fondamentales pour l'adolescent. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'être écouté, beaucoup plus d'être écouté. Il a besoin d'être compris. Il a besoin qu'on ait confiance en lui. Il a besoin qu'on lui accorde une certaine autonomie quand approche l'étape de l'âge adulte. Et je pense que c'est en réalité le respect ou la mise en œuvre à 70 ou 75% de ces différentes recommandations qui permettront certainement aux parents et aux adolescents de se comprendre. On ne peut pas évoluer, par exemple, au sein d'une famille sans pouvoir dialoguer, sans pouvoir échanger. Parfois même, il y a de petits détails qui causent des... Camille Koto, toujours inspiré. Qui causent des dégâts parce qu'on n'en parle pas. Et moi, je pense qu'en parler, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Didas Tosso, en conclusion. Oui. Pour de vrai. Je voudrais vous dire... Il y avait une manière de faire de nos parents où on ne se gêne pas trop. Vos dialogues, tout ça. Non, attention. Il faut laissez le représentant de grand-mère. Il faut conjuguer, il faut faire le croisement pour voir qu'est-ce qui est bon. Il faut dire véritablement. Quand vous parlez de dialogue, oui, moi je dis dialogue entre mon épouse et moi. Mais quand vous dites dialogue avec les enfants, ça ne se fait pas. Il ne faut pas toujours chanter un chimère dans le monde. Il ne faut pas toujours proposer quelque chose. Attention. On le dit depuis des années, mais on constate que les faits ne sont jamais ça. Alors, ce qui se fait et que c'est bon quelque part, il faut qu'on encourage et il faut qu'on renforce. Je ne refuse pas le mot dialogue. Le mot dialogue, qu'est-ce que vous mettez dedans? Attention. Ça ouvre déjà peut-être la brèche à un autre thème. Non, ça ouvre la brèche à un autre thème. Non, même pas. Le dialogue en famille existe-t-il vraiment avec les occupations aujourd'hui? On en revient. Non, je peux pas vraiment. Comme je vous ai dit, on va formuler le thème, on va revenir avec le dialogue en famille. Est-ce qu'il existe toujours avec aujourd'hui certaines réalités de travail, etc. On va passer au quiz rapidement. Voilà, c'est l'instant quiz. Le temps est vraiment passé. On va aller à une vitesse de croisière rapidement pour pouvoir boucler cette émission. Vous connaissez déjà le principe, vous êtes des habitués de cette émission. Première question. Artiste, musicienne, chanteuse et auteure-compositrice, née le 18 juillet 1985. J'ai aussi des qualités de guitariste. Je commence ma carrière comme choriste en 2001. Ramon? Non. Je m'installe ensuite à Paris pour me perfectionner dans l'art musical. J'y contacte d'ailleurs Lokwa Kanza pour prendre mes premiers repères. Angélique Kidjo? Non. Et ce dernier me recommande par la suite à Papa Wemba. Je fais les chœurs pour Papa Wemba, Manu Dibango, Idrissa Diop, Rokia Traoré et Axel Red. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. J'ai à mon actif 5 albums, dont le dernier intitulé CD, qui est sorti en février 2021. Je compte aussi plusieurs collaborations. En exemple, j'ai chanté Sista avec Yemi Alade, Cœur en cage avec Singila en 2016-2017. Je suis jury dans The Voice Afrique francophone. Je suis Charlotte Dipanda. Deuxième question, on repart au cours primaire. D'accord. Et nous voulons un instrument dont on nous a assez parlé au cours primaire. Un instrument de pesage. Je comprends un fléau horizontal à 3 couteaux avec des bras égaux dont les 2 extrémités supportent des plateaux. La balance. Vous précisez. Quelle précision tu veux encore? J'ai parlé de cours primaire. Ça a un nom. Balance, il y a beaucoup de balance. Il y a beaucoup de balance. Franchement. S'il y a beaucoup de balance, vous ne pouvez pas dire la balance. Je vous décris une balance là. Une balance en particulier. Le déplacement des plateaux est guidé par des tiges verticales liées à un contre-fléau, souvent caché, sous le socle. Le socle, souvenez-vous de ces mots. Balance poids? Non. L'ensemble fléau contre fléau et vertical constitue des parallélogrammes articulés en 6 points. Pour peser un objet avec moi, on le place sur un plateau. Ensuite, on ajoute des masses à l'autre plateau pour déterminer le poids de l'objet à peser
Je dois mon nom à mon inventeur Gilles de Roberval, mathématicien et physicien français né en 1602, connu sous le nom de Roberval. Je suis la balance. De Roberval. Merci. Il fallait préciser. Ah mais non, on se partage les points. Non. Je lui donne le point. On continue. Troisième question. Homme d'État, militaire et dictateur, né le 14 octobre 1930 à Lisa. J'ai gouverné mon pays de 65 à 97, année de ma mort. Après mon passage dans l'armée, je sors. Kadhafi. Où je sors sous-officier, je deviens journaliste pour le quotidien libéral L'Avenir à Léopoldville. Après avoir organisé l'armée, je mène le 24 novembre, le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancien Congo belge. J'instaure un régime autoritaire à parti unique qu'est le mouvement populaire de révolution dont je deviens marshal président. Mobutu Sese Seko Wazabanga. Elle a le point. Quatrième question, rapidement. Série de films, souvenez-vous, on est au début des années 2000. Série de films réalisée par Peter Jackson. Je représente une trilogie cinématographique fondée sur le roman du même nom que moi. Films composant cette trilogie dont les films composant cette trilogie sont La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. 2 points partout. Alors donc c'est la question qui vous départage. On cherche une capitale. Capitale politique et administrative de mon pays. Je suis la première ville de mon pays en nombre d'habitants et chef-lieu de la province de l'Estuaire. Ma population est estimée à 703 940 habitants en 2013. Je suis d'ailleurs la ville la plus peuplée du pays, représentant à moi seul la moitié de la population nationale. La population totale étant estimée à 1 688 000 habitants en 2015. En 1997, j'abrite le 34e sommet, de l'Organisation de l'Unité africaine. Non. Ottawa? Non. Je suis également entouré d'une immense étendue de forêt dont le prolongement est parfois visible. En 1956, j'ai pour premier maire Léon Mba. J'abrite 2 des 3 universités principales du pays, dont la plus ancienne, l'université Omar Bongo, qui regroupe les meilleurs étudiants. Libreville. J'abrite l'université Omar Bongo pour vous donner simplement donc cette indication que nous parlons là de Libreville, la capitale du Gabon. 3 points contre 2. Merci beaucoup à vous, Didas Tossou, Edi Camille Koto. Voilà. On va revenir. Le thème vous a beaucoup plu. On va le reformuler autrement. On va se retrouver. Merci également à vous, Saint-Tiche Kinkon et Mylène Fanou. On va se quitter. On se donne rendez-vous demain, mercredi, à partir de 7h pour un autre rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas, la télévision nationale vous propose à partir de 11h30 la retransmission en direct du lancement officiel des Jeux paralympiques Tokyo 2021. Retrouvez donc le plateau reporter à partir de 11h30. À tout à l'heure.